Revenir en France après avoir délocalisé à l'autre bout du monde, certaines entreprises commencent à y penser sérieusement. D'autres ont déjà sauté le pas, il y en aurait une cinquantaine chaque année qui rentreraient au bercail. De la cabine de douche au magasin de vaisselle, ces entreprises avaient succombé aux sirènes de l'Asie, du Maghreb ou de l'Europe de l'Est. Elles ont décidé de revenir s'installer dans l'Hexagone et misent tout désormais sur le Made in France. Mais pas sûr que les Français soient prêts à les suivre. Ah non, je suis pas adepte de la préférence nationale, pas du tout, non. Alors si c'est 10 ou 20% plus cher et que c'est français, je veux bien faire l'effort. Environ une société sur 10 reviendrait en France après une expérience à l'étranger. Alors les entreprises françaises peuvent-elles vraiment être compétitives face à la main-d'œuvre pas chère d'autres pays? Et comment ces sociétés font-elles pour s'en sortir? Enquête sur l'industrie bleu-blanc-rouge qui n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'y a guère que les habitants de La Rochelle pour le savoir, mais cette petite ville des Charentes-Maritimes est le berceau d'une des marques les plus connues des arts de la table, à la française. C'est ici que Madame Geneviève Letu a ouvert sa toute première boutique. C'était il y a presque 40 ans. Depuis, elle a vendu son affaire. Assiettes, tasses, nappes, fourchettes, c'est elle qui a eu l'idée de rassembler dans un même magasin tout ce qui touche à la cuisine. Alors ici, plus qu'ailleurs, certaines clientes sont très attachées au Made in France. Je participe un peu à ma façon contre le chômage en France. Donc effectivement, je privilégie ce qui est fait en France. Le problème, c'est que ces dernières années, pour être compétitif, cette marque a fait comme les autres. La moitié de ses produits étaient fabriqués en Asie. Le prix à payer pour rester dans le coup. Ils sont sensibles au Made in France, mais c'est pas obligatoirement qu'ils sont prêts à payer la différence, quoi. Mais depuis qu'Edmond Cassapian a pris les rênes de la société en 2002, il n'a qu'une idée en tête, fabriquer français. Et aujourd'hui, malgré les apparences, le PDG n'est pas là pour parler chiffon. Cette nappe-là existait déjà, elle a bien fonctionné il y a 3 ans. Et donc, il faut nous la recoloriser avec ces teintes de couleurs. Mais il a un gros souci, trouver au plus vite un nouveau fabricant pour ces nappes. Si Edmond tient tant à ce qu'il soit français, c'est parce qu'aujourd'hui, il veut des nappes orange et un fournisseur prêt à réagir au quart de tour si demain, la mode est au violet. Il y a une quinzaine d'années, une thématique, une collection pouvait durer jusqu'à 7, 8, 9 ans. En ce moment, 30% de notre collection est renouvelée tous les 6 mois. Donc ça nous oblige absolument d'avoir des sources proches, d'avoir des sources fiables. Avec l'Asie, les délais de livraison sont de 4 à 6 mois, beaucoup trop longs pour ce genre de produit. Faire fabriquer à l'étranger, ce n'est pas toujours une bonne affaire. Le prix du pétrole qui flambe, par exemple, une soudaine augmentation de salaire, on appelle ça les coûts cachés. Quand on fait l'addition, il y a souvent des frais auxquels on ne pense pas. Ce matin, un conteneur est arrivé de Shanghai. Justement, bonjour messieurs. Bonjour monsieur Cassapian. Tati. Ça va bien, ça va. Dans ces cartons, des petits vases en verre d'une nouvelle collection, dont la qualité laisse franchement à désirer. Il y a quelques petites bulles de verre qui pourraient à la limite passer inaperçues, mais vous voyez qu'il y a carrément des imperfections, il y a des chocs au niveau des produits, sur celui-ci, sur celui-ci. Donc ces produits-là vont être détruits. La marchandise de base, théorique de base, est moitié moins chère dans les pays d'Asie. Mais lorsque vous en jetez la moitié, que vous payez des gens pour contrôler l'autre moitié et d'autres personnes pour assurer les services après-vente, vous vous assurez finalement que le coût global de l'opération rend la France et l'Europe compétitifs. Ça devient comparable. Sans compter qu'avec des sous-traitants à 10 000 km de la France, il y a en plus de gros risques de contrefaçon. L'année passée, au cours d'un salon à Canton, un des sous-traitants chinois a carrément copié notre catalogue et à sa façon pour pouvoir vendre ça dans d'autres parties du monde, notamment ce décor-là, qu'il a proposé à peu près à tout le monde. En principe, quand une entreprise délocalise, c'est pour gagner de l'argent. Mais vous allez voir qu'on peut aussi frôler la catastrophe. Près de Nantes, cette société a beaucoup de chances d'être encore debout. Pendant longtemps, ces cabines de douche premier prix sont parties comme des petits pains. Elles faisaient 42 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais quand ses clients, les grands magasins de bricolage, lui ont demandé du jour au lendemain de casser les prix, il n'a eu d'autre choix que de délocaliser. Il s'agissait au moins de diviser les prix par 2, ce qui n'était pas possible, bien sûr, instantanément, ici, en fabrication en Pays de Loire. Impossible de dire non à des gens qui représentent 80% de son chiffre d'affaires. Philippe ouvre alors une usine en Roumanie. Mais ses clients en demandent toujours plus. 1 an plus tard, il lui faudrait de nouveau déménager. La pression était bien là, puisque quelques mois plus tard,
alors que l'usine commençait à monter en puissance, nos clients, les mêmes clients, nous ont indiqué qu'il fallait encore baisser les coûts. Et là, c'était bien sûr au-delà même de la Roumanie et il fallait penser à l'Asie. C'est la douche froide. Philippe va alors prendre un virage à 180 degrés, tout miser sur les douches de luxe. Et c'est grâce à Franck que l'entreprise va se sauver. Franck, c'est un peu MacGyver ici. C'est lui qui a entièrement bricolé ces machines achetées en Allemagne pour les adapter à la production en série de cabines de douche. Ça a coûté 3 millions d'euros. Avant la Roumanie, on avait en fait ces méthodes de perçage qui sont une perceuse à colonne. Le robot qu'il a mis au point fait le travail de 3 ouvriers et en plus, il ne fait jamais de pause. Donc en fait, on a développé un nouveau système, c'est un centre numérique. En fait, on fait pas un trou par un trou, mais on va faire plusieurs trous à la fois. Il y a besoin de personnes en fait, sauf pour me charger et décharger les barres. Du côté des parois en verre, c'est pareil. Avant, il fallait déposer soigneusement chaque plaque de verre à la main. Aujourd'hui, la machine a remplacé l'homme. C'était le seul moyen pour l'entreprise de s'en sortir. Avant, en fait, l'industrialisation, on était 45 dans le milieu du verre. Aujourd'hui, en fait, on est 20. Pour réussir sa relocalisation, l'entreprise a dû couper dans la masse salariale. La quasi-totalité des intérimaires ont été remerciés et l'usine fonctionne avec 250 salariés, c'est 2 fois moins qu'avant. Par contre, pour ceux qui ont réussi à garder leur emploi, c'est une bonne affaire. Alors ce matin, on va faire Kinespace, c'est tout ce qu'il y a d'urgent. Donc il y en a une centaine à faire, il faudrait que ça soit fini avant de débaucher. Caroline a débuté à la chaîne il y a 10 ans. Grâce à l'automatisation, elle a pris du galon. Et c'est beaucoup plus intéressant et il y a plus d'organisation, il y a plus de préparation, il y a tout le côté mécanique et robotique qui est super intéressant. Et par contre, c'est du personnel en moins. C'est du personnel en moins, ouais. Mais on est un petit peu obligé, quoi. Si on veut rester dans la course, on est un petit peu obligé. C'est le prix à payer pour rester en France. Avec ses douches de luxe, vendues entre 600 et 5000 euros, l'entreprise a réussi à remonter la pente, mais elle revient de très loin. Dans la vallée de Mouret, dans le Jura, les délocalisations ont aussi fait des dégâts. Ici, c'est le bassin de la lunetterie française depuis 2 siècles. À la belle époque, plus de 12 millions de paires de lunettes sortaient des usines chaque année. Mais c'était avant la concurrence asiatique et italienne. Bâtiments désaffectés, économie locale dévastée. En 15 ans, ce sont plus de 2000 emplois qui ont été supprimés. Mais depuis peu, certains investisseurs sont revenus frapper à la porte des fabricants français, même si ça peut paraître risqué. Je vais essayer de ne pas me tuer. C'est le bonheur de travailler dans le Jura sous la neige. Cet homme à lunettes s'appelle Philippe Perrard. Jusqu'à présent, il faisait fabriquer ses lunettes en Chine. Mais depuis que sa marque, Atoll, est devenue numéro 4 français, avec 500 000 lunettes vendues par an, il relocalise petit à petit sa production. Aujourd'hui, il a rendez-vous chez son fabricant français. Ça boum. Philippe a dans l'idée de sortir un nouveau modèle en série limitée et c'est son stylo fétiche qui l'a inspiré. Tu vois, là, tu as un mélange de résine, de métal, de résine à nouveau et de métal. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a vraiment l'aspect de facettes qu'on pourrait reprendre facilement peut-être sur un nouveau clip où là, on a vraiment un effet de volume. Le cas typique d'une idée qu'on a, ça, je peux pas la faire passer à un Chinois. Hein. Je veux dire, je suis avec mon stylo, je suis en train d'avoir une idée et je l'expose à Benoît et tout de suite, Benoît, il comprend ce que je veux lui dire. Je peux envoyer mon stylo en DHL à un Chinois, il va pas comprendre pourquoi je lui envoie. C'est en France que Philippe fait fabriquer ce nouveau modèle de lunettes. Des petits clips interchangeables de toutes les couleurs qui se fixent en un clin d'œil sur les branches. On n'a donc plus une seule paire de lunettes, mais plusieurs. Mais pour faire sa place sur ce marché où la concurrence est rude, Philippe a dû faire le pari de l'innovation. Le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, avec des produits qui se ressemblent à peu près tous, il est évident que le seul critère de choix de la consommatrice, c'est le prix. Nous, on voulait éluder cette question, on voulait apporter quelque chose de nouveau à la consommatrice, une attente qui ne soit pas satisfaite. Ça n'a l'air de rien, mais les ingénieurs ont mis 2 ans pour mettre au point ce système de clip. Le problème avec les lunettes, c'est que tout se fait à la main. Avant d'atterrir sur votre nez, elles doivent passer par plus de 250 opérations différentes qu'on peut difficilement déléguer à des machines. Le patron de l'usine le sait bien, face aux pays d'Asie et leur main-d'œuvre pas chère, difficile de lutter sur les prix. On est forcément plus cher qu'un asiatique, puisque au niveau du taux horaire, on sait qu'il y a un rapport de 1 à 20,
entre le coût de production d'un Asiatique et le coût de production d'un Français. Et quand on ne peut pas jouer sur les prix, il faut miser sur la créativité. C'est ce qu'a bien compris Philippe Perrard. Ça marche tellement bien qu'il se permet de vendre ses lunettes à clip très cher. 200 € les lunettes françaises au lieu de 130 pour le Made in China. Les entreprises françaises y regarderont maintenant à 2 fois avant de délocaliser.